Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Je suis Betty Kappa, présidente du French American Business Council of West Florida, plus connue en tant que FRAMCO, Chambre de commerce franco-américaine ici à Tampa, et nous couvrons la partie ouest de Floride. Notre objectif chez FRAMCO, c'est de connecter les professionnels français et américains et de favoriser les opportunités d'affaires, de renforcer les partenariats pour soutenir les investisseurs et entrepreneurs internationaux en Floride. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, nous faisons des actions mensuelles. Vous pouvez nous consulter sur le site framco.org où vous avez toutes les activités de Framco. Aujourd'hui, donc c'est pour ça, nous allons faire notre webinaire en français. D'habitude, c'est toujours en anglais, mais c'est plutôt comme c'est pour les entrepreneurs francophones qui ont besoin de poser des questions. Donc, leur webinaire, c'est le visa investisseur E2 pour les entrepreneurs francophones. Et nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Johan Zinglé, qui est avocat d'immigration ici basé à Tampa. Donc, je vais faire co-host. Je vais quand même dire deux mots sur une bio. Voilà. Mm. Donc, je vais dire deux mots sur une petite biographie à propos de Johan Singele, comme ça vous pourrez mieux le connaître. Donc, Johan est avocat au Center for US Services, CFUIS, un cabinet d'avocats basé à Tampa qui cumule environ 60 ans d'expérience en droit de l'immigration. Johan parle espagnol, portugais, français et créole. Sa maîtrise de plusieurs langues lui permet d'assister efficacement des clients issus d'horizons variés. Originaire de l'île française de Guadeloupe, Johan est lui-même passé par les démarches d'immigration et sait personnellement à quel point le processus peut être stressant, angoissant et complexe. Il possède une compréhension profonde des situations migratoires et de leur complexité. Avec passion, il propose des solutions d'immigration personnalisées, créatives et efficaces, adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Il fournit des conseils juridiques avec intégrité et honnêteté, ce qui lui a valu la confiance des communautés immigrantes. Johan représente des clients aux États-Unis et partout dans le monde. Il est titulaire d'un master en droit du contentieux de l'Université des Antilles en Guadeloupe. Il a également obtenu un doctorat en droit, Doctor of Law degree de l'Université d'Arizona, College of Law. Johan est admis au barreau et à la Cour suprême de l'État d'Arizona avant de rejoindre le CFUIS. Il a travaillé pour les prestigieux cabinets d'avocats Hicks Fletcher Mac et Feldman and Associates, basés à San Diego. Californie. Il a également exercé auprès de la US District Court of the Ninth Circuit sous la supervision d'un juge de grande réputation. Johan est l'auteur des publications Tampa Bay Remains a Destination for Immigrant Investors. Could the COVID-19 pandemic be a blessing on discuss from an immigration perspective? Il est aussi co-auteur de Buy American, Hire American, The Future of US Investment Immigration. Johan a été sélectionné et sollicité pour donner son avis d'expert dans divers contextes professionnels. Grâce à son travail, Johan et le CFUIS ont remporté le prix international Innovation Excellence dans la catégorie Boutique Immigration Law Firm en reconnaissance de leur réalisation, de leur créativité, de leur performance exceptionnelle. Donc, merci Johan d'être avec nous. Je te laisse maintenant la parole et la présentation. Donc, en ce qui concerne les questions, on garde pour la fin, après la présentation. Et comme nous ne sommes pas nombreux, on pourra ouvrir à tout le monde. Voilà. Johan? Oui, ok, merci Betty pour la présentation. Euh, on va partager mon écran pour voir si vous me dites si vous voyez. euh, voilà. Ok, tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon. Ok. Ensuite, je vais sur
Est-ce que vous me voyez sur l'écran? Est-ce que tu me vois? Oui, tout est bien. On te voit bien, on voit ton Le écran. petit carré comme Oui, on avait fait oui. avant? Ok, parfait. Ok, donc, oui, donc, je remercie la Chambre Franco pour pouvoir, pour faire cette présentation avec leur collaboration. Donc, je suis avocat d'immigration à Tampa Bay, en Floride. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du visa d'investisseur, les visas investissement E2 pour les entrepreneurs francophones. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que le visa, comment obtenir le visa, quels sont les critères d'obtention du visa, quel est le processus pour avoir le visa. Et aussi, je vais donner quelques recommandations, astuces pour vous aider à obtenir, à augmenter vos chances d'obtention du visa E2. Donc, commençons avec la première. OK. Qu'est-ce que le visa E2? Comme son nom l'indique, le visa E2 est un visa d'investissement. Donc, cela vous permet de venir aux États-Unis pour travailler à travers l'investissement dans votre activité, dans votre entreprise. Et donc, ce visa est spécifique au pays puisque il y a tous les nationaux qui sont de pays qui ont un traité de commerce avec les États-Unis, ils sont éligibles pour ce visa. Et donc la France, en tant que Français, la France fait partie de ces pays. Il y a au moins presque environ 70, 80 pays éligibles au visa E2. Le visa E2 est un visa temporaire. Donc, comme on dit ici, un non-immigrant. Donc, c'est-à-dire que le visa ne va pas vous donner la résidence permanente. Plus tard, je vais vous montrer quelles sont les options euh, pour obtenir la résidence permanente après l'obtention du visa E2. Mais tout d'abord, l'obtention du visa c'est pour 4 ans et bien sûr, le visa peut être renouvelé. Une chose importante, quand vous faites votre investissement, nous parlons d'investissement dans une entreprise et donc vous devriez gérer l'entreprise et donc la loi d'immigration utilise le terme d'investissement principal. Donc, il y a l'investisseur principal qui va s'occuper du management, de la supervision de l'entreprise. Il y a aussi l'employé d'un investisseur. Donc, si vous avez un individu qui décide d'ouvrir une entreprise et cet individu a le visa E2, cet individu peut faire une démarche afin de faire venir un employé d'investisseur et cet employé doit montrer qu'il a des capacités et aptitudes particulières aptitude essentielle au développement de l'activité de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a l'investisseur principal, mais aussi l'employé d'un investisseur principal qui peut venir euh, aussi ici aux États-Unis. Donc, là, s'agissant des critères, donc comme j'ai indiqué, bon, la nationalité, il faut avoir la nationalité française. Euh, il y a parfois, et nous avons déjà eu ces situations-là, il y a l'investisseur principal, mais le conjoint ou les enfants n'ont pas la nationalité, par exemple, n'ont pas la nationalité française. Le visa permet de faire venir, d'immigrer avec le conjoint et les enfants s'ils ont moins de 21 ans. Donc, le critère de la nationalité, ça s'applique à l'investisseur principal. Mais aussi, si vous voulez faire venir un employé doit aussi avoir la nationalité française pour pouvoir travailler dans l'entreprise de. OK. Donc, propriétaire, copropriétaire. Généralement, pour pouvoir obtenir le visa, vous devez avoir au moins 50% des parts de l'entreprise. 50% ou plus. Donc, et souvent,
nous avons vu qu'il y a des individus qui ont, par exemple, trois personnes, trois copropriétaires. Et donc, pour cela, il faut que chaque individu ait au moins 50%. Si vous avez deux individus qui veulent faire un investissement, eux deux, il faut que chacun ait 50% des parts afin de pouvoir venir faire leur investissement. Mais dans ce cas-là, ce sera deux visas séparés. Deux visas séparés et il faudra obtenir, faire un investissement pour chacun de différents, deux plans séparés, c'est comme si c'était deux entreprises séparées, mais ils vont faire utiliser une entreprise pour obtenir deux visas séparés et chacun, des copropriétaires doit pouvoir avoir le management de l'entreprise, doit pouvoir avoir la supervision. Et donc, c'est une chose à retenir. Si vous avez, par exemple, 49,9%, ça ne fonctionnera pas. Donc, faut bien démontrer qu'il y a 50%. Le propriétaire peut être une personne morale. Donc, cela peut être une entreprise. Par exemple, vous avez entreprise A qui est propriétaire d'entreprise B. Et donc, ça, il y a possibilité de faire cela. Et généralement, quand vous voulez établir plusieurs branches, c'est une des stratégies, pour pouvoir vous permettre d'avoir un visa, mais aussi de continuer à développer votre activité d'établir plusieurs branches, que ce soit dans différentes villes ou, différents États. Donc, le, une des questions, courantes est quelle est la somme minimale pour investir? Combien dois-je, quelle est la somme, y a-t-il un investissement, un montant particulier pour faire l'investissement? Tu Et l'avais donc, il n'y a pas vraiment de somme, minimale selon la loi d'immigration. La loi d'immigration utilise le terme investissement substantiel. Généralement, lorsqu'on parle d'investissement substantiel, nous parlons d'un investissement qui est suffisamment important et donc, la loi utilise le terme test de proportionnalité. Donc, le test de proportionnalité prendra en compte la valeur de l'entreprise. Et donc, la valeur de l'entreprise, c'est la valeur d'achat. Par exemple, si vous avez une entreprise, un restaurant qui coûte 250 000 $, 250 000 euros, donc la valeur de l'entreprise. Donc, pour voir si l'investissement est un investissement substantiel, il faudra voir si la valeur de l'entreprise est élevée ou est faible. Si la valeur de l'entreprise est très faible, disons 80, 80 000 euros, 80 000 $, donc le pourcentage d'investissement doit être très élevé. Donc vous devriez investir pratiquement 100%, de la valeur totale de l'entreprise. Si la valeur de l'entreprise est très élevée, par exemple 300 000 ou 400 000, dollars ou 400 000 euros. Donc, dans ce cas-là, l'investissement total, le pourcentage d'investissement peut être inférieur. Parce que, disons, si on prend 50% de 300 000 ou 400 000, euros, ça fait déjà, 200 000. Donc, cette somme-là est considérée substantielle. Donc, ce que je recommande, c'est de se rapprocher le plus possible des 100 000 euros. C'est possible d'obtenir l'approbation pour des sommes inférieures, par exemple, à 60 000 ou bien 45 000. Euh, Tout dépend de la valeur de l'entreprise. Il y a des entreprises qui n'ont pas une valeur élevée, mais c'est plus préférable de pouvoir faire un investissement qui est supérieur, qui est substantiel, peu élevé, se rapprocher des 100 000, dollars. Euh, Ensuite, la création, vous pouvez investir, soit dans une nouvelle entreprise ou bien une entreprise qui existe déjà. Donc, pour la création d'une entreprise, c'est-à-dire ce qui est inexistante, il faudra faire donc tout depuis le début, enregistrer,
l'entreprise, il faudra faire l'achat de matériaux, équipements, etc. Et donc, cela peut être difficile quand vous venez ici aux États-Unis, il y a une nouvelle culture et parfois il y a un processus d'adaptation et ça peut être difficile de savoir comment les choses fonctionnent. Donc, c'est pour ça que l'achat d'une entreprise existante, cela aide parce qu'il y a déjà une clientèle, là, il y a déjà des employés aussi, mais les sommes seront peu élevées pour acheter une entreprise existante. Le bémol, la chose qu'il faut éviter, faut faire attention à la situation financière de l'entreprise. Parce que vous devez faire la diligence. Vous devez vérifier les documents financiers pour s'assurer que la santé de l'entreprise est bonne. Éviter d'acheter une entreprise qui est dans le rouge. Donc, mais sinon, l'achat d'une entreprise existante, c'est une bonne option. OK, le prochain. Ok, activité, maintenant l'activité que vous devez faire, il faut que votre entreprise soit une activité à but lucratif, une entreprise qui est établie pour créer, pour générer un profit, fournir des services et des biens. Vous devez, ils ne font ici, ils vont pas, vous ne pouvez pas obtenir le visa si vous avez un investissement passif. Donc, c'est-à-dire si vous Pour mettez les des rideaux. fonds, par exemple, dans l'immobilier, et très souvent, nous avons vu ça, nous avons des individus qui disent, OK, je mets 1 million ou 500 000 ici dans l'immobilier, ou l'immobilier ou autre. Et donc, ils attendent et ils disent, OK, c'est suffisant, c'est élevé. Non, il faut que vous ayez votre entreprise et dirigez votre entreprise à travers fournir des services et des biens. Vous devez avoir le rôle de manager, d'exécutif de votre entreprise. Et donc, vous devez développer cette entreprise. Donc, vous ne pouvez pas rester assis et laisser les choses. Non. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, aux États-Unis, quand vous avez ce visa, une des choses très, très, très importantes, c'est que le visa n'est pas, le but n'est pas de fournir des revenus pour supporter, pour vous maintenir votre famille, vous et votre famille. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent, le critère de marginalité. Donc, si votre activité si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des employés, donc ça pourrait être un souci si vous allez avant de renouveler le visa. Donc, il faut toujours que vous avez en tête l'idée de créer des emplois. Donc, cela peut être un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel. Donc, cela peut être une combinaison Les autres. des deux. Donc, le critère de marginalité, généralement, il regarde sur 5 ans si quelles sont les projections, combien d'emplois que vous aurez, la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et chaque entreprise est différente. Par exemple, pour un restaurant, vous n'avez pas le même nombre d'employés pour un restaurant qui est pour une entreprise par exemple, nettoyage ou bien, de toute façon, tout dépend tout dépend de l'entreprise et aussi cela dépendra de combien de temps. Si vous achetez une entreprise, par exemple, vous aurez déjà des employés. Et donc, c'est important de créer un emploi et c'est préférable d'avoir, par exemple, de commencer peut-être graduellement. Dire, OK, la première année, nous allons avoir tant d'employés, ensuite la deuxième année, ensuite la troisième année, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez chaque année avoir un nombre élevé. Il y a des entreprises qui ont seulement, bon, deux, trois ou quatre, et donc permanents, et donc ça restera là. Donc tout dépend de l'activité. Euh, Autre critère, l'investissement à risque. Donc l'investissement à risque, pourquoi? Parce que
avec l'immigration, les officiers, eux, ils regardent si vous êtes dans le processus d'investissement ou si vous avez terminé votre investissement. Si vous dites, vous avez 200 000 euros sur votre compte bancaire et vous dites, OK, nous allons investir cet argent, voici la preuve, etc. Ce n'est pas suffisant. Il faut que vous utilisez les fonds, les capitaux et commencez à faire votre investissement. C'est-à-dire, ils veulent voir le mouvement des sommes, le mouvement des fonds. Donc, l'achat, sécuriser les locaux, l'achat de matériaux, équipements, etc. Si vous établissez une nouvelle entreprise. Et donc, pour eux, il faut que les sommes soient mises à risque pour pouvoir générer du profit. Donc, l'investissement, même si vous n'avez pas terminé votre investissement, ils peuvent approuver le visa. Le plus important, c'est que au moment de l'application, les sommes soient suffisamment importantes, c'est-à-dire le critère le critère substantiel, que l'investissement soit substantiel. Et donc, généralement, la plupart des cas, nous avons l'investisseur tout qui commence à acheter les équipements, sécuriser les locaux et tout est déjà prêt. Basiquement, l'entreprise doit être prête à être lancée immédiatement après de l'obtention du visa. Donc, pour être plus simple, pas de visa s'il n'y a pas d'investissement. Donc, investir sans savoir que vous aurez le visa. Donc, c'est pour ça qu'ils disent c'est un investissement à risque. Ensuite, l'origine et la légitimité des fonds. Donc, avec l'origine et la légitimité des fonds, les officiers d'immigration, ils veulent voir d'où proviennent les fonds, si cela provient d'une activité criminelle ou non, si les fonds sont légitimes. Donc, cela peut être des fonds qui viennent d'une activité professionnelle ou de votre entreprise en France. Cela peut être des sommes qui vous a, des sommes, des fonds qui vous a été donnés, ou bien ça peut être un prêt. Donc eux, ils vont regarder, faudra retracer les fonds. Si vous avez sur votre compte bancaire, par exemple, 200 000, 100 000 euros, ils voudront voir d'où viennent les fonds. Qu'est-ce qui était, c'est quoi la source? Donc il faudra qu'on regarde à travers des transactions. Les transactions, d'où viennent les sommes qui ont été, comment les sommes se sont accumulées. Si quelqu'un vous donne les fonds, ils vont vouloir voir quelle est la somme, d'où viennent les fonds que cet individu ou ce proche vous a donné, etc. etc. Donc, tout cela sera tracé, cela peut être beaucoup, parfois c'est difficile d'établir tout cela parce que parfois, si vous, par exemple, si vous n'avez pas de documents pour retracer les fonds, en général, certains pays, je dirais que certains pays, ils n'ont pas beaucoup d'états d'archives. Et donc, parfois, c'est un challenge de retracer les fonds. Donc, c'est une des choses qui est très, 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 un critère qui n'est pas facile, mais si vous avez tout, vous avez des preuves, tout est établi, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose que vous devez soumettre quand vous faites la demande. Ensuite, dans quelle entreprise ou industrie investir? Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, à travers la vente de produits. Le commerce de détail, par exemple, donc, ce sont les produits que vous pouvez voir dans les magasins, vêtements, produits, le bricolage, où vous avez les aliments, produits cosmétiques, etc. Donc il y a pas de limite. Donc, cela peut être même la vente de bateaux. Nous avons un client qui a établi une entreprise dans la vente de bateaux, par exemple. Cela peut être aussi la vente de voitures. Donc, il y a, c'est très, très, très large. Ensuite, le service, entreprise de service, par exemple, cela peut être cabinet de marketing, de planification financière, ou bien, par exemple, le consulting.
Donc, les ressources humaines, euh, comme un exemple. Ensuite, franchise. OK, une des choses, je pense que la franchise, c'est une très bonne option. Pourquoi? La franchise a déjà la marque est déjà établie, et donc, les services d'immigration sont familiers avec la marque. Ils savent que la franchise a déjà une historique de succès et il est très connu. Vous avez un support, un système de formation continue. Donc, vous pouvez bénéficier de la formation, et en tant que nouveau venu ici aux États-Unis, c'est plus facile de s'adapter quand vous avez déjà une organisation claire, et donc on vous guide, et aussi vous peut vous dire comment où s'implanter. Vous pouvez recevoir des conseils où implanter votre franchise. Ensuite, la franchise, vous avez déjà des clients, la clientèle. Donc, cela aide parce que quand vous établissez une nouvelle entreprise, le plus important, c'est d'avoir des clients pour pouvoir, et ensuite, sans clients, vous ne pouvez pas générer des revenus. Donc, la franchise, elle a déjà la clientèle. Et aussi, la franchise, vous avez un support marketing. C'est-à-dire qu'ils font aussi se charger de marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit Internet, etc. Donc, la franchise, c'est une bonne option. Cependant, cela peut coûter. Cela peut être une franchise de fast-food, cela peut être restaurant, cela peut être une franchise dans une entreprise de service. Il n'y a pas de limite, mais les coûts peuvent être élevés. Donc, tout dépend de la franchise. Tout dépend de la franchise. Et donc, j'ai mis ici quelques idées. Euh, Gestion immobilière résidentielle. Il y a une demande constante de gestion immobilière résidentielle. Donc, cela touche à quoi? Par exemple, vous avez une entreprise qui va se charger de la collection de loyers, qui va se charger de nettoyage, de communication avec des clients, etc. Donc, c'est la gestion immobilière, mais aussi commerciale, donc commerciale ou résidentielle. Nous avons les laveries aussi. En général, les laveries, vous avez un, deux, trois employés, euh, et donc cela peut être une bonne option. Entretien de pelouse et d'espaces verts ici en Floride, il y a pas mal de compagnies d'entretien d'espaces verts. Nettoyage, restaurant, boulangerie. Construction et rénovation. Donc, construction et rénovation, ça aussi, c'est très, en Floride, c'est très, il y a une demande élevée dans ce domaine. Salon de beauté, concessionnaire automobile, soins aux personnes âgées. Donc, il y a pas de limite, mais le plus important, c'est de faire quelque chose que vous aimez. Quelque chose qui vous donne si vous n'avez pas de passion pour quelque chose, c'est un peu difficile ce serait un peu difficile. Donc, au moins de regarder s'il y a des options, et aussi il y a des individus qui vendent, qui promouvoient des différentes entreprises. Des entreprises dans ces domaines, des entreprises qui existent déjà. Et donc, c'est possible aussi d'entrer en contact avec ces individus qui peuvent vous donner quelques idées des entreprises qui sont en vente. Ensuite, les plus grandes entreprises, bon, la fabrication, usine, etc. Ok, donc, ok, quel est le processus du visa E2? Donc, le plus important, la sélection d'entreprise, savoir exactement quelle entreprise que vous voulez diriger. L'emplacement, parce que c'est très, très important, l'emplacement, pour voir si vous dépendez pour obtenir les clients, il faut que vous ayez un emplacement qui est bon, soit à la vue des clients potentiels, et bien sûr que le marketing, aura un très grand rôle. Donc, premièrement, création d'entreprise, c'est bien de discuter avec, un avocat, d'affaires qui pourra vous orienter concernant la structure d'entreprise.
La deuxième chose, aussi dans la question de création d'entreprise, c'est important puisque je pense que la première chose à faire, c'est aussi, vous devez avoir un numéro d'employeur. Et ce numéro d'employeur, cela peut prendre pas mal de temps. Donc, sont les deux choses de commencer avant de pouvoir, dans l'ordre, avant de pouvoir rentrer, même commencer à faire l'usage ça, quand vous avez déjà obtenu ce numéro d'employeur. Ensuite, la préparation et l'investissement. Donc, si vous êtes en France, dans certains cas, de toute façon, il vous faudra venir pour pouvoir établir, chercher les locaux, regarder où est-ce que vous voulez établir votre entreprise. Et donc, vous avez la possibilité de venir temporairement. Certains utilisent le visa de touriste, d'autres ils ont l'ESTA. Et donc ils viennent, ils commencent à faire les préparations pour leur activité commerciale et donc faire les achats, etc. Et c'est très important que vous devriez avoir un plan d'affaires. Le plan d'affaires doit être euh, très précis et le plan d'affaires doit détailler vos objectifs, quelle est l'avantage, quels sont les atouts de votre entreprise. Et le plan d'affaires doit être établi selon les critères du visa E2. Et donc ça, c'est très important parce que ce n'est pas juste un plan d'affaires pour toute une entreprise normale. Il faut prendre en considération les critères du visa E2. Donc, par exemple, quand vous avez la projection sur les 5 prochaines années, elle doit être très détaillée. Combien vous allez payer vos employés et quel type d'employés, etc. Si vous avez, peut-être que vous allez embaucher des individus, bon, juste pour bon, 1, 2, 3 mois. Donc, que ce soit temporaire ou permanent, tout ça doit être dans le plan d'affaires. Donc, il y a des compagnies qui peuvent faire un plan d'affaires et ils font la recherche. Ils font la recherche selon le domaine, selon le type d'entreprise, pour montrer que l'entreprise a des atouts. Et donc, je pense que c'est une bonne opportunité. Nous sommes en contact avec ces entreprises, ces compagnies qui peuvent faire rédiger des plans d'affaires pour vous. Le, le traitement aussi, quand vous faites votre investissement, il y a le traitement consulaire et le changement de statut. Il y a deux choses, ce sont deux choses différentes. Si vous êtes en France, généralement, donc vous le traitement consulaire, c'est préférable. Généralement, quand vous faites la demande, vous faites la demande directement à l'ambassade ou bien faire la demande ici quand vous êtes aux États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez un visa temporaire, un visa de touriste par exemple, vous pouvez changer de statut et faire la demande. Le problème, c'est que si vous changez de statut en étant ici, vous aurez un visa pour 2 ans et si vous quittez le territoire américain, vous devriez aller à l'ambassade avant de revenir aux États-Unis. Donc, l'avantage de faire l'application directement à l'ambassade, c'est que vous pouvez obtenir directement votre visa pour 4 ans et aller-retour, entrer, repartir en France et revenir. Donc, et la durée est différente. Donc, quand vous faites l'application à l'ambassade, cela peut prendre quelques mois. Même si l'ambassade dit, OK, en 30 jours, on vous fera savoir et avant, quand vous pourriez avoir votre interview en général, tout dépend du nombre d'applicants à l'ambassade. Généralement, cela peut faire 4 mois, 5 mois, parfois plus à l'ambassade. Mais si ici aux États-Unis, vous voulez changer de statut, cela peut être fait, il y a le processus rapide qui peut être fait en 15 jours, 15 20 jours, vous obtenez une décision sur votre demande. Donc, les délais de traitement vont varier. Si tout dépend de d'où vous serez. Généralement, en tant que citoyen français,
Donc, vous allez à l'ambassade et je pense que c'est la meilleure option. Et comme ça, vous, quand vous avez le visa, vous pouvez voyager. Si vous avez besoin de retourner en France, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire aller-retour constamment. Ensuite, ok. Donc, les avantages du visa E2, donc vous pouvez vivre et travailler aux États-Unis. Le renouvellement est illimité. Donc c'est avec ce visa, vous pouvez le premier quand vous êtes approuvé, la première fois vous avez 4 ans. Ensuite, après 4 ans, ils vont renouveler. Mais pour cela, il faut montrer que votre entreprise, ils vont analyser en détail la situation financière de l'entreprise. Et donc s'ils approuvent, donc il n'y a pas de limite. Donc juste jusqu'à aujourd'hui, ce qui est très bien. Ensuite, résidence à l'étranger, visa à double intention. En général, quand vous venez aux États-Unis, plus, par exemple, avec le visa étudiant, ils veulent que il faut montrer que vous avez l'intention de retourner sur votre pays, de ne pas vivre de manière permanente aux États-Unis. Avec le visa E2, donc c'est un visa à double intention. Donc vous pouvez rester 2, 3 ans, 4 ans, même si et donc il n'y a pas de préjudice au fait de rester aux États-Unis pendant une période étendue. Ensuite, l'immigration familiale, donc vous pouvez venir avec votre époux, votre épouse et votre conjoint peut travailler aux États-Unis. Je recommande que le conjoint ne travaille pas pour la compagnie, pour votre entreprise. Pourquoi? Comme ça, au moins, ça laissera plus de place pour recruter un employé. Parce que l'immigration ne veut pas, comme j'avais indiqué au début, ils ne veulent pas que le visa seulement fournisse des revenus pour vous maintenir vous et votre famille. Donc, il serait mieux de laisser la place, si possible, pour recruter un citoyen américain ou bien un résident permanent. Et donc, votre conjoint peut travailler pour une autre entreprise. Et donc, les enfants, ils peuvent étudier aux États-Unis. La seule chose, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler quand ils ont le statut de E2. Transition vers la green card. Dans la transition vers la green card, tout dépend. Si vous avez fait un investissement, c'est possible d'augmenter l'investissement pour, pour pouvoir obtenir le visa d'investisseur qui est EB5. Ce visa, l'investissement, c'est soit 900 000 $ ou bien 1,8 million. Donc, c'est possible de le faire si vous avez les fonds. C'est possible de faire la transition, c'est-à-dire que vous décidez d'augmenter ou d'étendre votre activité. Et donc, pour pouvoir entrer dans les critères du visa immigrant qui vous donne la résidence permanente. Mais aussi, il y a la possibilité aussi de voir si votre entreprise a un effet positif dans la région, vous avez du succès, vous pouvez peut-être obtenir le visa de compétences d'intérêt national, ou bien de compétences extraordinaires. Donc, chacun de ces visas ont des critères particuliers. Donc, ce sont des choses qu'il faudra voir. Tout dépendra du succès de votre investissement. Euh, OK. Conseil et astuces. Donc, si vous voulez commencer le processus, je dirais de consulter un avocat spécialisé en immigration avant de commencer. Malheureusement, nous avons déjà eu des individus qui commencent à faire leur investissement, mais ils commencent à faire les achats et tout. Mais après, il y a des choses, par exemple, la structure de la société qui n'est pas correcte, le type la structure, mais aussi les achats. Par exemple, quand vous faites des achats pour votre investissement, faut savoir qui fait l'achat. Si c'est l'investisseur principal ou bien au nom de qui les achats seront faits. Le problème, c'est que quand vous achetez, vous ne pouvez pas retourner en arrière
modifier les factures, etc. Donc, avant de commencer à savoir, à commencer à faire l'investissement, consultez un spécialiste en immigration qui vous guidera avant de commencer, pour éviter des erreurs. Donc, le premier point. Ensuite, structurer l'entreprise correctement. Donc, si vous voulez, vous avez l'intention d'étendre votre entreprise, d'avoir plusieurs branches. Donc, la structure ne sera pas la même. Ce serait mieux d'avoir une compagnie en tant que propriétaire de votre entreprise E2. Et donc, toute la structure dépendra de votre objectif futur. Donc, faut faire très attention pour pouvoir structurer parce que le visa est donné seulement, vous pouvez travailler seulement pour la compagnie qui est sur le visa. Si vous décidez de travailler pour une autre compagnie, vous établissez une autre compagnie, ça ne pourrait pas fonctionner. Mais si vous avez le visa et vous avez une compagnie qui est une branche, donc ou une filiale, donc cela vous permettra de continuer à faire légalement, à établir, à étendre votre activité. Ensuite, le plan d'affaires, donc j'ai discuté du plan d'affaires spécifique au visa E2. Donc ça, il faudra regarder les spécificités, qu'est-ce qui est dans le plan. Si vous pouvez avoir quelqu'un pour un avocat d'affaires pour vous guider aussi dans le business plan. N'investir que si vous disposez des fonds suffisants. Une chose importante, c'est qu'il y a toujours, il faut anticiper les imprévus. Quand vous faites un investissement, parfois, s'il y a des choses à modifier, par exemple, les locaux, vous voulez établir votre activité dans un endroit particulier, mais après, il y a des soucis, il faut changer, etc. Il faut toujours avoir des sommes, même, vous avez la somme d'investissement, mais c'est bien d'avoir des sommes réservées pour en cas d'urgence. Parce que s'il y a des soucis, vous ne pouvez pas commencer votre activité immédiatement et donc aussi cela prendra du temps pour établir la clientèle, etc. Et donc, c'est bien d'avoir des sous qui, qui vous aidera en cas d'urgence et aussi avoir les fonds d'investissement qui ont directement l'investissement. Et parfois, selon les difficultés que vous rencontrez, pourriez être amené à investir plus que prévu. Donc, c'est toujours bien de ne pas investir si vous savez que vous êtes un peu limité. Donc, nous pouvons discuter pour voir si, selon la valeur de l'entreprise, quelle est la bonne... euh, nous pouvons vous guider concernant cet aspect. Ensuite, consulter un agent immobilier commercial. Donc, c'est important d'avoir cet agent si vous ne connaissez pas très bien, si vous voulez sécuriser les locaux, l'agent immobilier vous guidera et du début jusqu'à la fin pour ça, pour quelle est la meilleure option pour obtenir location, l'endroit pour obtenir, implémenter votre entreprise. Et donc, s'il y a aussi des soucis avec les locaux, je pense que c'est bien d'avoir un agent qui vous guidera parce que quand vous êtes nouveau ici aux États-Unis, parfois vous ne savez pas tout. Et donc, c'est mieux de se renseigner auprès d'un professionnel qui vous donnera des conseils et éviter des mauvaises surprises. Ne pas investir passivement, donc comme je dis, il faut que les sommes soient en mouvement et vous deviez gérer, être le manager, l'exécutif de votre entreprise. Ensuite, achat d'une entreprise existante. OK, donc j'ai mentionné l'achat d'une entreprise préalablement. Une des options, si vous avez peur de faire un investissement, vous dites, OK, je sais pas si j'aurai le visa, je vais investir 100 000 ou plus et j'ai pas garanti d'avoir le visa. Une des options, c'est d'acheter l'entreprise et utiliser le compte séquestre. Donc, quand vous avez le compte séquestre, les sommes sont débloquées. Pour la loi d'immigration, c'est considéré comme les sommes mises à risque, comme un investissement à risque. Ça veut dire que
Vous pouvez acheter l'entreprise et la condition d'achat, c'est l'obtention du visa. Donc, quand vous avez le visa, à ce moment-là, les fonds, le vendeur reçoit les fonds. Et le positif dans tout cela, c'est que si vous n'avez pas le visa, donc vous ne perdez pas les fonds. Donc, c'est une bonne stratégie si vous achetez une entreprise existante. Donc, je recommande de inclure une clause, cette condition, une clause pour faire l'achat à travers le compte séquestre. Et ensuite, l'achat d'une franchise, donc pour moi, c'est une très bonne option. Comme j'ai détaillé. Donc, les franchises très populaires, plus faciles, c'est plus facile d'établir, avoir une franchise qui fonctionne déjà, qui a une marque déjà établie et c'est plus connu aussi par les services d'immigration. Donc, c'est une très bonne option. Donc, voilà, je pense que c'est tout pour maintenant. Donc, si vous avez des questions, ce serait un plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que cette présentation vous a aidé. Vous avez des questions? Alors, merci, Johan. J'essaie de unmute tout le monde pour que, comme nous ne sommes pas nombreux, donc vous pouvez déjà vous poser vos questions directement. J'arrive pas à Grégory, à vous, si vous avez des questions. Voilà. Donc, je voulais juste ajouter deux points, quelques points à ta présentation. Merci beaucoup, Johan. Et c'est vrai que quand on arrive ici, Oui, oui, j'ai des questions. Déjà, oui. Alors, je voulais juste dire deux mots. C'est quand on veut investir ici en tant qu'investisseur E2, avec l'expérience que nous avons, je vous conseille de vous rapprocher de la chambre de commerce qui a toutes les ressources qu'il vous faut. Vous avez l'avocat d'immigration, Johan, qui pourra répondre à vos questions. Vous avez un avocat d'affaires également. Il faut vous encadrer, entourer de professionnels qui sont des professionnels de la région, comme l'agent immobilier commercial. Vous pensez aussi au courtier d'affaires pour acheter le business et également un avocat d'immobilier si vous avez des questions sur le contrat de location immobilier professionnel. Parce ce sont des contrats qui ont à peu près une quarantaine de pages et c'est toujours très compliqué, même si on parle couramment la langue, de comprendre. Donc, l'avocat vous fait un résumé plus explicite. Donc, c'était ma partie conseil. Mais c'est vrai que la première chose, c'est un avocat d'immigration pour avoir un entretien, un conseil et un accompagnement. Voilà. Alors, on va commencer par l'avenir. Boris, 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 rebonjour, rebonjour à tous et à bonjour. toutes. Johan, d'ailleurs, Johan, un petit coucou de Guadeloupe. Nous, nous sommes partant pour immigrer en Floride et nous avons déjà attaqué le dossier un petit peu et vous avez soulevé un détail qui nous intéresse, qui m'intéresse, moi, qui m'interpelle, le fait de ne devoir être participant, gérant que dans une seule société. Et la question est la suivante. Si nous identifions deux sociétés qui commercialement, enfin, qui cochent toutes les cases de la rentabilité de l'activité, euh, est-ce que une des personnes du foyer peut être, le foyer achète les deux sociétés et une seule et même personne gère les deux sociétés. Est-ce que c'est invalidant pour l'obtention du visa E2? Ok, donc si vous avez, donc, tout dépend. Si vous voulez établir disons vous avez société A et vous Mhm. voulez établir société B, correct? Non, non correct. Non, il y a des registres de sociétés qui sont à vendre
Et nous avons consulté tout un tas de registres donc de ces sociétés à vendre. Et dans le lot, il y en a deux qui sont intéressantes, qui sont vraiment intéressantes. Donc, si nous en faisons l'acquisition, euh, est-ce que le fait que ça soit la même personne qui gère ces deux sociétés, le Ok, fait ok. d'être gérant des deux sociétés, est-ce que ça participe, est-ce que ça invalide le processus d'obtention du Ok. visa E2? Chaque société doit avoir son visa. Donc, si vous ne pouvez pas avoir deux visas séparés pour deux sociétés différentes. Donc, si vous achetez une société A et vous achetez une société B, c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, Donc, soit vous êtes responsable de la société A, ou soit et vous faites l'application avec la société A, ou bien société B. Cependant, une des choses qui pourrait être intéressant, c'est de voir si vous pouvez établir une société ici, aux États-Unis et acheter et faire en sorte que cette société A achète la société B et achète la société C. une holding, Voilà, exactement. faire une holding. Voilà. Et donc, mais le visa sera donné par la société A, mais vous serez manager de la société A. C'est-à-dire que votre rôle, c'est de gérer et manager les sociétés qui seront la société B et C. Si ce sont deux entreprises différentes, donc vous allez avoir être investisseur principal et votre rôle serait de manager des sociétés. Donc, ça, c'est la meilleure option. Donc, vous devez créer quelque chose avant et ensuite, vous pouvez faire l'achat par cette société-là, votre achat. Donc, ce serait la meilleure option, je pense. Ok, justement, alors on a envisagé effectivement, puisqu'on a déjà une holding, mais de nature française. OK. Donc, il faudrait le faire américaine. Implémenter, créer la société américaine en premier. Ok, Et ensuite, à partir de cette société américaine, faire l'achat de la société, de l'autre société américaine qui sera, que vous allez acheter ici. les sociétés A, B et ainsi de Voilà. suite. Donc, je recommande de parler avoir un avocat d'affaires pour regarder bien la structure, etc. Mais je pense que pourquoi ce serait bien, c'est parce que comme c'est un seul visa par compagnie, au moins Mhm. ça vous permet d'avoir un visa, mais avec plusieurs sociétés. C'est comme l'exemple de des branches, comme je disais, la holding. Et donc, voilà, ce serait une bonne option. Ok, super. Très bien. Merci pour la réponse, merci. Ouais. Pas de souci. Vous D'autres êtes où en questions? Guadeloupe? Actuellement à Petit-Bourg. À Petit-Bourg, ok. Mon frère travaille à Petit-Bourg. D'accord, un petit peu de pluie, beaucoup de soleil, un petit alizé sympa et en plus les cyclones nous évitent. Comme Donc d'habitude. Ok. ça va. Ouais. Ok. Grégory, avez-vous une Grégory. question? Oui, oui, j'ai une, voire plusieurs questions. Déjà, merci Johan pour les explications et à la Chambre de commerce d'avoir créé ce call. Moi, c'est un petit peu différent parce que je suis pas français, mais je suis belge, mais je pense que c'est plus ou moins les mêmes, Ouais. à peu de choses près. Je crois que c'est 5 ans pour nous le visa, là où c'est Mhm. 4 ans en France. Ma première question était, vous parliez de l'importance d'avoir des employés dans la compagnie, enfin dans la société. Est-ce que le fait de faire appel à des fournisseurs locaux suffise? Est-ce que ça suffit dans le business plan ou est-ce qu'il faut vraiment avoir des employés sur le payroll de la société? Ok. Le fournisseur, non, c'est différent. Donc, il faut avoir les employés temporaires ou partiels qui vont D'accord. travailler dans la société. C'est possible d'avoir ce qu'on appelle independent contractors, des contracteurs indépendants. Parfois, vous avez besoin pour quelques mois. C'est possible de le mettre aussi dans le business plan. Mais au final, c'est d'avoir au moins des employés qui vont travailler régulièrement pour l'entreprise. Mais donc, dans Donc, la création du business plan, dans le montage du business plan, du plan d'affaires, on peut indiquer que dans un premier temps, pour un peu se mettre enfin voilà, pas oui, directement des employés sur le payroll qui peuvent peut-être
Au Et puis, début, parce que nous avons un client qui est, par exemple, un business, une entreprise de bateau. Au début, il y a beaucoup de contractuels indépendants. Et quand c'est vous ça. faites, par exemple, vous avez les pièces et il y aura quelqu'un qui va faire le montage, le moteur, etc. C'est OK, c'est bien de montrer ça parce que vous allez les payer. Donc, c'est possible de mettre tout cela dans le business plan aussi. Comme ça montre que, voilà, d'autres personnes ici aux États-Unis vont être payées par vous. Mais C'est ça. aussi, mais au final, vous avez votre employé aussi qui est temps partiel ou à temps plein. Donc, c'est pas obligé la première année d'avoir un employé. Parce qu'en général, c'est une nouvelle entreprise. Ils comprennent que c'est compliqué, c'est un processus. Donc, dans le business plan, quand vous faites la demande, même si vous avez aucun employé, ils peuvent vous donner le visa, même sans aucun employé. Et vous C'était ça dites, ma question. C'est pas voilà. handicapant pour l'obtention du visa Non, non, non. Non, en si on est général, quand on indépendant à fait partir de l'année oh, 2 ou l'année 3 qu'on aura des voilà, on dit employés. l'année un c'est si, parfois il y a des clients qui en année un ils ont quelque chose. Mais sinon, année 2 année 3 deux employés, vous dites c'est quoi les positions. Mais vous pouvez avoir des gens qui font marketing, indépendant, contractuel, indépendant, qui va faire création du site internet, etc. Juste pour montrer que, voilà, vous aurez, c'est pas seulement vous. Donc, temporairement, vous avez 3 mois, 4 mois, vous pouvez avoir des individus, mais montrer tout ça dans un business plan. Et parfois, il y avait un business plan que nous avons vu, il y avait au moins 10 à 15 personnes. Disons, OK, cette personne-là, enfin, le rôle. Mais le plus important, c'est que vous avez, sous 5 ans, établi votre projection. Dit, OK, nous allons avoir ceci, combien de personnes. Donc, voilà, il y a pas de problème. D'accord, c'est très clair, merci. J'avais une deuxième question, si j'ai le Oui, temps. Je sais allez-y. pas. Ouais. Vous parlez beaucoup d'achat de matériel. Est-ce qu'on peut distinguer l'achat pur et simple du leasing, par exemple? Pour certains types de matériel, on peut aller sur du leasing. Est-ce que ça rentre dans le même contexte de preuve d'investissement ou dans le cas du visa E2, ou est-ce qu'il faut vraiment acheter obligatoirement le matériel? Non, ça dépend de l'entreprise. Certaines entreprises, quand il y a pratiquement rien, il faut acheter, par exemple, acheter les meubles, etc. Donc, quand je dis matériel, je dis en général tout ce qui est dans l'entreprise. OK? Ok, Euh, Meubles, tout ce que vous allez utiliser pour l'activité de votre entreprise. Vous avez une idée déjà de l'entreprise que vous voulez établir ou pas? non, 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 je suis vraiment au tout début des démarches, donc OK. j'ai pas d'idée spécifique, mais vous parliez par exemple des entreprises de paysagistes ou OK. d'entretien de jardin. J'imagine qu'il faut comment on Oui, appelle une ça, voiture, voilà, ok, oui, voilà, donc une voiture, camionnette. Est-ce qu'on peut machine, faire un leasing ou est-ce qu'on est obligé d'acheter la camionnette? C'était ça le. machine, non, parfois vous avez déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout, mais le plus important, c'est que le total doit être suffisamment important. C'est ça. Donc, parce que pour que le total soit important, vous devez acheter pratiquement beaucoup de choses. Si, par exemple, l'entreprise de maintien d'espace vert, vous avez, par exemple, vous achetez une machine, vous avez une voiture de travail, pas une voiture normale, une voiture qui va, par exemple, récolter les débris, etc. Ça compte. Si vous achetez sur 20 000 euros, 20 000 dollars pour un véhicule de la compagnie, OK, ça compte. Donc, le plus important, c'est de regarder comment établir des sommes, comment atteindre, par exemple, les sommes suffisantes. Et parfois, si vous ne voulez pas mettre dans le plan certaines dépenses, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est qu'il faudra voir les preuves que vous avez. OK, vous avez l'équipement et parfois vous avez déjà quelque chose. Donc, il faudra chercher quoi d'autre. Qu'est-ce que vous pouvez acheter d'autre pour montrer en tant que preuve que vous avez fait l'investissement ou vous êtes dans le processus d'investissement. D'accord. Mais Je si vous comprends. achetez la compagnie, en général, il n'y a rien à acheter. Si la compagnie existe déjà, par exemple, de nettoyage, c'est seulement le prix de la compagnie. Mais vous pouvez ajouter, par exemple, l'entreprise de nettoyage. C'est possible, il y a des gens qui la vendent, par exemple, à 70 000. Il y a un employé ou deux, 70 000. OK. Si vous dites, OK, ce n'est pas très élevé, je vais ajouter 30 000 en étendant l'activité avec une autre machine de plus,
ou des produits, etc. Donc ça s'ajoute, ça se cumule. Comme ça, au moins, ça montre que c'est 70 000 au début, mais au fait, ce sera 100 000. Donc, c'est comme pour un exemple. J'ai compris. Monsieur, là, juste avant, j'ai pas entendu le nom, désolé, j'avais une mauvaise connexion, parlait Donc, de registre d'entreprises à racheter. Donc, j'imagine que ça dépend quel type d'entreprise aussi, ce qu'il y a comme machine et outillage dedans, et comme employé. Mais je voulais savoir, est-ce que ce genre d'entreprises qui sont à vendre, est-ce qu'il y a des informations spécifiques euh, qui pourraient rentrer dans le contexte d'un visa E2? Est-ce que c'est ok, indiqué oui. clairement ou est-ce qu'il Oh, faut faire une oh. recherche plus Donc, poussée? j'ai ce contact avec un business broker, par exemple. Et quand vous êtes à la recherche de votre entreprise, quand vous trouvez, vous êtes intéressé, il vous fournira les documents financiers avant d'acheter. Le plus Oui. important, c'est que sur les documents financiers, toute entreprise pourrait faire E2. Le critère le plus important, c'est que si l'entreprise est enregistrée, elle est une entreprise légale. Mhm. Il y a des employés ou pas d'employés. Tout dépend. Le plus important dans l'achat d'une entreprise, c'est les finances. Quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise annuel? Si les 3 dernières années sont un peu, ça va vers le bas, même si ça descend, mais c'est toujours élevé, ok. Mais il faut regarder la finance. Combien d'employés Oui. est sur figure, le payroll, comme on dit? Mhm. Euh, la taxe, ils vous fourniront les impôts pour les 3 dernières années. Donc, le business broker, cette personne-là, il est obligé de le faire parce qu'avant de pouvoir signer, acheter, il y a une obligation de diligence. Et vous aurez quelques semaines ou mois, je crois, pour revoir tous les papiers. Et si vous voyez que la santé financière est bonne, il y a une opportunité de continuer à générer des bons revenus, vous l'achetez. Et donc, basiquement, le E2, ça se qualifie. Les employés, le plus important pour le E2, employés, et si la santé financière, comme elle existe déjà à l'entreprise, elle existe déjà. Donc, je pense que c'est la plus importante, la partie la plus importante, c'est la vérification des documents financiers. C'est ça. D'où l'intérêt, je reviens à faire appel à des professionnels comme le business broker, comme tout ce qui est commercial, agent immobilier Oui, commercial. parce que il y a des gens, ils vous disent pas tout et faire Ouais, attention à qui ouais. vous achetez l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut avoir des Ouais. brokers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent beaucoup de choses. Et vous avez des surprises. Regardez les employés, regardez ils sont légaux. Parce que nous avons une situation où un individu a acheté une entreprise de nettoyage, mais les employés, ils sont par exemple des gens qui sont rentrés illégalement. C'est un problème, même certains ont un permis de travail, certains n'ont pas de permis de travail. Pour moi, c'est mieux d'embaucher des individus qui soient soit résidents permanents ou citoyens américains. Si l'entreprise qu'on vous présente, regardez si les individus, s'ils ont un numéro de sécurité sociale, parce que parce qu'aux États-Unis, ici, beaucoup d'entreprises embauchent des individus même sans papier. Donc, vérifier ce qu'on a dit I-9 compliance, c'est pour regarder s'ils sont en compliance avec leurs obligations en tant qu'employeur, qui sont les salariés. C'est très, très important. Parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec, par exemple, 5 individus employés qui n'ont pas de papier. Donc, je pense que ça, c'est une des Ouais. aspects très importants, à part en dehors de la finance. D'accord. D'accord. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci Johan. Je Ok, pense que ben via mon contact vous ici, donc avez, j'ai mis voilà, vous avez le contact de Johan. Donc, si vous voulez, vous avez des choses particulières, chacun est différent, comme on dit. Les entreprises sont différentes, mais moi, en tant que présidente de chambre et professionnelle également, j'insiste sur le fait de faire appel à des professionnels et qui connaissent bien leur métier, qui connaissent bien la région, de façon à bien vous encadrer et ne pas avoir de problèmes ni de frais et de mauvaises surprises après, surtout, parce que il y en a quelques-uns là.
Donc voilà, donc je voulais tous vous remercier d'être là. N'oubliez pas de contacter Johan pour toute question. Merci beaucoup Johan et merci à vous Merci d'avoir beaucoup. participé. Oui, merci. Et si vous avez quoi que ce Merci. soit comme question, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur framco.org. Nous sommes sur Tampa et vous avez eu les renseignements. J'ai pas mis sur, ben, ça, on aurait dû Ah, mettre. la page, tu peux dans J'ai le pas mis chat. Framco, mais bon, c'est Ok. framco.org et moi je suis Betty Kappa, la présidente, donc c'est facile, betty@bettykappa.com. Comme ça, vous pouvez nous contacter pour toute question. Vous avez reçu un email, je pense, d'Amandine avec le lien du Zoom. Donc, nous allons vous rajouter à notre newsletter qui va sortir au courant semaine prochaine pour les prochains événements, puisque nous avons chaque mois des événements. Voilà. Donc, merci beaucoup et bon après-midi, bonne soirée. À très bientôt. Au Bon revoir. Au appétit. Au Ciao. revoir. revoir. Bonne soirée. Au revoir, merci.